Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le meurtre de Rose, l'adolescent de 15 ans suspecté d'avoir tué à Rambervillers cet enfant de 5 ans, a été mis en examen. Il était déjà poursuivi depuis 1 an pour viol sur mineur. Avec nous, Jean-Pierre Bouchard, qui est criminologue et psychologue. Jean-Pierre Bouchard, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Il avait été placé sous contrôle judiciaire dans un centre éducatif fermé. Il en est sorti en février dernier. Revenu dans sa famille, il était suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Il était astreint à une activité de jour quotidienne, à une obligation de formation et de soins pour une problématique sexuelle. Il était suivi par un éducateur. Les éducateurs qui concluaient une évolution positive du mineur. Est-ce qu'il y a eu des faillances de l'État? Difficile de répondre à cette question, Jean-Pierre Bouchard, mais il y a tellement de contradictions autour de l'état de santé mentale de cet ado qu'on se pose des questions. Vous aussi? Alors, il y a évidemment un contraste entre... Alors, j'utilise évidemment le conditionnel parce Bien que sûr. je n'ai pas lu ces documents, je n'y ai pas accès. L'enquête les révélera, j'imagine. Mais c'est ce qui a déjà été avancé assez officiellement, que des éducateurs, à la fin de son séjour dans le centre éducatif fermé, aurait rendu un rapport très favorable sur le comportement, en gros, de ce jeune avant qu'il n'en sorte. Alors, il faut savoir que si c'est un rapport uniquement sur le comportement général du jeune, c'est pas suffisant parce que les problématiques d'agression sexuelle grave à titre de viol, d'homicide, etc., ça demande des connaissances spécifiques et ça demande des investigations très spécifiques pour évaluer sa dangerosité. Donc, est-ce que ça a été fait ou pas, dans la mesure où là, on avait quand même affaire à un jeune qui venait de commettre des faits graves, puisqu'il était suspecté de viol, et qu'il était suspecté aussi d'agressions, d'autres agressions sexuelles, donc, et qui étaient récentes, puisqu'elles avaient à peu près chez un jeune en plein développement, où le système hormonal se développe à la préadolescence et l'adolescence, la libido, etc., tout ce que l'on connaît. Il sort de ce centre fermé, à la suite de ce rapport favorable aussi, donc éducatif, donc moi je me demande si la dimension dangerosité a été réellement évaluée ou pas, ou s'ils l'ont fait juste donc sur le comportement général. Jean-Pierre Bouchard, ce qui me gêne, et vous allez pouvoir nous renseigner, nous informer, ce qui me gêne, c'est que, pour résumer la situation et l'expertise, enfin le début d'expertise psychologique de cet ado, dans le cadre de sa première mise en examen, l'expertise psychiatrique relevait l'absence de troubles mentaux, mais soulignait l'existence d'une déficience mentale légère. Une nouvelle expertise a été réalisée avant-hier. Le rapport provisoire conclut à une altération du discernement et à sa dangerosité sur les autres. Il n'a pas tenu de propos délirants au début. Maintenant, il se tait. Une nouvelle analyse psychiatrique a eu lieu hier. L'expert conclut cette fois à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres. Il y a des contradictions qui sont assez difficilement supportables, vous le comprenez, par la famille. Là, il y a des contradictions qui sont apparentes dans cette affaire parce qu'elle est médiatisée, mais il faut savoir que l'expertise mentale, on va dire, psychiatrique et psychologique, puisqu'il y en a de deux sortes, sont loin d'être une science exacte, et on a régulièrement ce qu'on appelle des querelles d'experts. En fait, des querelles d'experts, ce sont des gens qui sont experts, qui voient la même personne et qui en tirent quelquefois des conclusions identiques ou très différentes ou partiellement différentes, ce qui est assez anormal, évidemment, et qui surprend toujours les gens quand ils découvrent ça, parce que c'est la même personne qui a été vue, d'autant plus là, dans un laps de temps très court. Certains notent que cette personne ne présente pas de processus délirant, ne présente pas de pathologie mentale, et en même temps, il y a un expert qui semble avancer l'hypothèse d'une altération du discernement. Donc l'altération du discernement, on peut la faire prévaloir que si l'on constate des troubles psychiques. Donc c'est tout à fait contradictoire, si vous voulez. Mais là, on est dans quelque chose
dans lequel moi je baigne depuis très longtemps. Je dis régulièrement qu'il faut réformer l'expertise mentale en France, qu'il faut réformer l'évaluation de la dangerosité, parce que on fait beaucoup d'approximations. Vous voyez, par exemple, quand un expert dit qu'il a un léger déficit intellectuel, en gros, ça revient à ça. Comment il le fait? Est-ce qu'il a une formation pour faire ça? Quel outil il utilise? Parce que c'est un des rares compartiments de la personnalité où on a des outils absolument objectifs dans le monde entier pour évaluer précisément les quotients intellectuels et les sous-disciplines et les sous-compartiments de l'intelligence. Ou est-ce qu'il le fait au doigt mouillé, comme ça c'est une impression comme ça? Est-ce qu'il se trompe en disant ça? Donc si vous voulez, on est constamment sur ce genre de problématique en matière d'expertise. C'est la raison, sans accuser personne, pour laquelle je pense que dans l'intérêt général, il faut vraiment réformer l'expertise mentale en France, parce que il y a ce genre de polémique. Alors, quand ça ne prête pas à conséquence, bon, évidemment, c'est pas grave, quoique, mais une expertise, c'est toujours important pour les personnes expertisées, qu'elles soient victimes, auteurs de faits, etc. Et pour le bon fonctionnement de la justice. Alors il faut quand même dire, pour être complet, c'est que les experts sont censés éclairer la justice et non pas la polluer, évidemment, par leurs avis, de façon à ce que les magistrats prennent la décision la plus adéquate possible, parce qu'ils doivent personnaliser la peine, si vous voulez, en fonction de la personnalité. Et donc, il est très important que ces avis soient les plus justes possibles, évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'expert, en fait, de fait, n'a aucun pouvoir direct. Le magistrat n'est pas lié pour prendre sa décision à l'avis de l'expert. Il peut le trouver inadapté, cet avis, et ne pas le suivre. Mais comme les magistrats sont des juristes et non des cliniciens, généralement, et c'est bien logique, ils suivent l'avis des experts. Et c'est comme ça que l'on a quelques perles régulières qu'on connaît bien dans le milieu. Bien sûr, mais Jean-Pierre Bouchard, sans vouloir préjuger de l'issue de ce dossier, encore une fois, je me mets à la place des familles, de cette famille et d'autres qui pourraient avoir des inquiétudes. Est-ce qu'on peut prévenir les gestes meurtriers de ces ados? C'est très très difficile, j'imagine. Oui, c'est difficile, mais déjà, ce dont on vient de parler, bien évaluer les risques, c'est déjà très important. Surtout chez celui-ci, souvent, il n'y a pas d'antécédents ou pas d'antécédents notoires, si vous voulez. Mais là, il y a des antécédents notoires et récents. Donc, évidemment, ça clignote en rouge partout. Donc, il faut faire très attention. Ensuite, vous dites qu'il y a des mesures prises, et notamment l'obligation de soins. Mais l'obligation de soins, comment était-elle suivie? Est-ce que ce jeune y allait régulièrement ou pas? Est-ce que il y allait uniquement pour avoir le papier, pour être à jour de la justice? Est-ce qu'il y participait réellement de façon sincère, de façon à changer? Quelle était la formation du clinicien, dont j'ai aucune idée de qui ça pouvait être, bien évidemment. Je parle en général, pour bien connaître les psys, on n'a pas tous les mêmes compétences, évidemment. Donc, est-ce que cette personne avait vraiment une formation et une expérience par rapport à ce type de problématique et de prise en charge des sujets? Donc, tout ça, c'est un ensemble de questions, évidemment, j'imagine, sur lesquelles les enquêteurs vont se pencher. Merci Jean-Pierre Bouchard pour votre expertise. Il est 10h47 dans les banlieues parisiennes, marseillaises, ailleurs. En France, des citoyens habitant ces banlieues se révoltent. Les appels à lutter contre toutes les violences dans les cités et à valoriser la vie dans ces quartiers sont lancés par des associations, des collectifs de citoyens. Eh bien, l'un de ces responsables associatifs, Nadir Kaya, est avec nous. Bonjour. Merci. Bonjour Monsieur Bourdin, merci à vous pour l'invitation. Alors, vous êtes responsable de l'association, président de l'association Banlieue Plus et nos quartiers. Tout à fait. C'est cela. Hein. Vous, je regarde la 4e de couverture, le dos de votre petite opus, recueil de pensées, mots de banlieue, mots MAUX. Je lis. Il se bat avec toute une équipe pour stopper les clichés, les préjugés et mettre en avant tout le potentiel des quartiers afin de participer à l'émergence d'un vrai lobby. Nadir croit en une France unie, solidaire, égalitaire et propose à tous de s'engager pour ne plus subir l'hypocrisie et l'ignorance qui nous entourent et peut nous habiller. Nadir,
lancer un appel à lutter contre toutes les violences dans nos cités de France et de Navarre. Bon, encore une fois, à Marseille, avant-hier, non, c'était le 25 avril, il y a 3 jours, guerre de territoire, un mort de 63 ans et un blessé grave dans les quartiers nord. Bien, bon, le cas marseillais est particulier, mais partout, il y a cette violence. Et vous dites, qui dans nos cités a réussi sa vie avec de l'argent illicite et a rendu sa famille heureuse? Qui peut accepter que sa fille se prostitue ou se fasse séquestrer, donc violer dans l'appartement voisin? Qui peut envisager que son fils ou son frère ne rentrera pas ce soir à cause d'un coup de couteau par un jeune d'une cité voisine? Qui peut imaginer son fils ou sa fille se suicider parce qu'il ou elle est harcelé à l'école? Vous posez ces questions. Oui, comme je vous ai dit, je vous remercie de l'invitation parce que c'est très difficile en France en 2023 de se faire inviter quand vous êtes un responsable associatif, que vous n'avez pas de réseau médiatique ou politique et quand vous avez un discours qui parfois peut déranger. J'ai un âge qui me permet d'aborder toutes les questions sans aucun problème aujourd'hui parce que je suis père de famille, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai connu les quartiers populaires, la banlieue, les cités depuis mon enfance. Les choses ont évolué sur certains aspects très bien et globalement sur d'autres pas du tout, voire c'est encore pire aujourd'hui. Cette violence, elle a pas toujours existé. Moi, je fais partie de cette génération qui a connu la vraie mixité dans les années 70-80. J'ai vu l'arrivée des trafics de drogue dans la même période. J'ai vu cette évolution au fur et à mesure. J'ai vu aussi malheureusement cette période où il y a eu un certain renouveau de l'islam à travers certaines influences. J'ai vu aussi certains jeunes rentrer dans la religion et c'est pas plus mal parce que ça a permis aussi, même si on ne le dit pas ou on ne le sait pas, de régler certains problèmes, notamment de violence. Mais malheureusement, il y a eu ce problème lié à l'arrivée de trafic de drogue, de l'argent facile, aux incivilités, à ces familles qui se sont déchirées, pour certaines aussi liées à des familles monoparentales qui se voient aujourd'hui des mères de famille à gérer des enfants tout seuls. Donc on connaît la difficulté déjà quand vous êtes une famille dite équilibrée avec un père, une mère et des enfants, la difficulté à vous occuper de certains enfants. Mais aujourd'hui, moi c'est un cri du cœur parce que... Un appel que vous lancez. Oui. Quel est cet appel? C'est un appel que je lance prioritairement, pas simplement aux citoyens, parce qu'il n'y a pas que des citoyens français dans les quartiers, il y a aussi des étrangers qui vivent là, à tous les habitants, femmes et hommes des quartiers populaires, pour comprendre qu'on ne peut pas tout attendre des hommes politiques, ou des femmes politiques, ou d'un gouvernement, ou de la police pour régler des problèmes qui nous touchent au plus profond, parce que ce sont des gens que nous connaissons la plupart du temps, donc à un moment donné, on ne peut pas simplement pointer du doigt le racisme, l'islamophobie, certaines violences policières ou des manquements politiques ou le fait qu'il y ait un clientélisme dans nos quartiers. Il faut aujourd'hui que les habitants des quartiers populaires et de façon générale s'impliquent concrètement. Voilà, que les habitants, les citoyens s'impliquent, s'engagent vraiment à lutter contre toutes ces violences. Tout à fait, parce que à réhabiliter leur cadre de vie. Tout à fait. Moi, j'ai un exemple concret. Oui. Moi, je suis de Gennevilliers du quartier du Luth. Le quartier du Luth aujourd'hui n'a pratiquement plus de trafic. Il y a des choses qui se sont faites naturellement parce qu'il y a de l'activité, il y a des citoyens qui s'engagent. Comme quoi, on peut y arriver. On peut y arriver, mais bien évidemment, c'est pas évident. Je demande pas aux habitants de remplacer la police ou de faire les shérifs, mais simplement de comprendre qu'on peut régler certains problèmes, pas tout, mais avec des petites choses, en bas de son immeuble, en parlant à des jeunes qui peuvent parfois être dans des incivilités, dans des comportements nuisibles, ce que j'appelle des comportements nuisibles qui existent. Parce que souvent, et malheureusement depuis des années, c'est souvent l'apanage d'un discours de droite qui s'empare de ces questions et puis qui nous frustre parce que ce sont eux qui l'abordent. Ça ne veut pas dire que c'est faux, bien évidemment, que ce soit eux ou même des gens de gauche ou des politiques ou des médias. C'est des sujets qui sont vrais, mais qu'il faut savoir aborder. Mais nous, on peut le faire à notre niveau, parce qu'il y a quand même des choses qui se font en banlieue, heureusement. Mais moi, je suis frustré parce que j'ai un certain âge et je comprends que si tout le monde s'engageait, ou si la grande majorité des habitants s'engageaient... Pourquoi est-ce que beaucoup de citoyens ne s'engagent pas? Parce qu'à ça, vous rajoutez les problèmes qui sont liés à l'histoire de nos quartiers populaires, à le fait qu'on nous rejette, qu'on nous reconnaît pas, qu'on nous intègre pas comme des Français comme les autres, même si certains peuvent avoir aussi ce rejet vis-à-vis de l'État, du gouvernement. Mais il y a un passif, il y a une histoire, notamment moi je suis franco-algérien, il y a des histoires qu'il faut régler politiquement, humainement, qu'on tourne la page sur certains événements, qu'on se dise franchement les choses. Aujourd'hui, on vit une époque où, paradoxalement, on est dans les tabous. On prétend vouloir aborder tout,
mais sans réellement le faire, et notamment avec les personnes concernées. Donc aujourd'hui, moi je suis français, mes enfants sont français, mais il y a des choses à régler. Et c'est pas parce que j'évoque certaines choses qui peuvent plaire à certains ou déplaire à d'autres qu'il faut se taire ou minimiser. Non, il faut se dire franchement les choses. Quand on voit ce qui se passe à Marseille aujourd'hui, même si je sais que dans la région parisienne ou ailleurs, il y a encore ces phénomènes-là, Marseille c'est particulier. Mais à un moment donné, on peut pas. Et en plus, en tant que citoyen musulman, moi, je suis musulman, j'assume de par ma religion, de par ma connaissance de ma religion, à mon simple niveau. Musulman et républicain. Alors, pas républicain, c'est autre chose. C'est encore autre chose, parce que républicain, c'était un régime politique bien particulier. Oui. On peut être français comme des gens qui sont encore nostalgiques à la monarchie de l'époque et qui ne se reconnaissent pas en tant que républicains. Pour eux, ça posera pas de problème. Mais moi, si je dis je suis pas républicain, là, on va me renvoyer à certaines choses. Vous n'êtes pas laïque, ceci, cela. Non, écoutez, moi, j'ai porté les couleurs de la France à mon simple niveau en tant que petit sportif, fier de mon quartier, fier de Gennevilliers, fier de la région parisienne. Quand vous allez à l'étranger, on est souvent content de partir en vacances ou en voyage, mais on est aussi paradoxalement pressé de revenir en France parce que la France est un pays quand même magnifique malgré ses problèmes. C'est un pays qui a une histoire, qui a des territoires, qui a des compétences. Vous aimez la France? J'y vis. Vous y vivez. Je l'aime, mais il y a des choses que je n'aime pas. Mais c'est pas pour autant que je ne suis pas français pleinement. On a l'impression que parfois en banlieue on n'aime pas, on n'aime plus la France. Je veux pas être méchant, mais il y a quelques jours, monsieur Pascal Praud, qui me connaît un tout petit peu, avait évoqué le fait qu'il était surpris que dans les mouvements sociaux, notamment par rapport à la réforme des retraites, qu'il ne voyait pas il a qualifié ça de non-blancs, de gens des banlieues. Mais ça veut dire quoi? Ça m'a heurté, à la fois ça m'a rappelé la réalité d'aujourd'hui. C'est assez vrai, pardon? Pas du tout, je vais vous donner un exemple. Alors allez-y. Quand il y a eu malheureusement les attentats de Charlie Hebdo, avec mon association et mon réseau, on était 40 personnes issues des banlieues à venir. Oui. D'accord. C'est vrai que vu le monde qu'il y avait, moi j'ai vu des Noirs, j'ai vu des Arabes, des Maghrébins, j'ai vu de tout. Oui. Certes, on n'était peut-être pas dans la quantité visible. Dans les manifestations après les attentats de Charlie Hebdo, oui. Mais là, dans les manifestations, je suis allé voir, je suis allé me rendre compte sur place. J'ai eu l'impression que la banlieue n'était pas vraiment concernée. Si elle est concernée, moi je suis syndicaliste. Oui. Et vous savez que ce mouvement aujourd'hui, s'il perdure, c'est grâce aux syndicats parce que on a une force par rapport à cette équité, à cette justice sociale qui nous anime depuis toujours. La banlieue, ce ne sont pas que des Noirs et des Arabes. La banlieue, c'est aussi des Blancs, ce qu'on appelle des Blancs. J'aime pas ces sémantiques, même s'il faut en parler, parce qu'aujourd'hui, on nous a habitués à nous cataloguer, à nous mettre des étiquettes. Il est blanc, il est noir, il est juif, il est musulman. Moi, personnellement, ça m'emmerde. Comme je vous ai dit, j'ai pas grandi avec ça. J'ai grandi avec Pierre, Mamadou, François. On jouait autour d'un ballon, on faisait un peu de boxe, on faisait les cons, les imbéciles, et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, la France, on vous oblige à porter un costume ou à venir avec une identité particulière. Ça m'emmerde profondément, mais j'ai pas de souci à dire que je suis musulman, que je suis banlieusard, je le revendique aujourd'hui pleinement. Je sais que tout ça, c'est difficile à porter, mais je l'assume, c'est peut-être l'âge. Je dirais pas la sagesse, mais l'âge. Il y a un ras-le-bol par rapport à cette hypocrisie des deux côtés. Donc vous demandez à ces citoyens de banlieue de se prendre en main, en quelque sorte, et de faire entendre leur voix. Bien sûr, mais comment ? Déjà grâce aussi à vous, parce qu'aujourd'hui vous êtes un accélérateur de particules médiatiquement. Nous, quelque part, on n'est pas comme les politiques, on n'a pas besoin des médias pour vivre, on vit naturellement. On a un emploi, une famille, nos difficultés. Personnellement, j'ai une association, j'ai des gens formidables autour de nous. Parfois, j'essaie de les mettre en exergue dans les médias, mais c'est très compliqué. Et je pense que si les médias aussi mettaient en avant plus souvent le positif, ça pourrait aussi sensibiliser ces petits jeunes qui sont parfois perdus. Et pas que ces jeunes, il n'y a pas que des jeunes en banlieue, parce qu'on a aussi ce cliché, jeunes de banlieue. La banlieue, c'est des femmes et des hommes de tout âge, comme n'importe quel Français, et comme dans n'importe quelle région. Bien, merci Nadir Kaya, présidente de l'association Banlieue Plus. Et il suffit, vous avez évidemment le site de l'association pour voir un peu toutes les actions que vous conduisez, parce que on fait des maraudes, on fait des débats citoyens. Moi, je fais du réseau. Je me bats pour que les médias nous ouvrent les portes, parce que ça, c'est un vrai combat. Je vous l'ai dit en off et je vous l'ai dit là. C'est très compliqué d'apparaître dans les médias, ne serait-ce parce que quand on nous invite, malheureusement, c'est pour parler des problèmes, ne serait-ce pour commenter l'actualité. Et on nous dit pourquoi vous êtes absent de certaines manifestations ou de certains débats. C'est tout simplement parce que globalement, les médias ne veulent pas de nous. Oui, c'est vrai. Bien, je saurais m'en souvenir. Je vous avais invité sur RMC. En tout cas, merci. Et je saurais m'en souvenir. Merci à vous. Merci Sud Radio. Merci. Je n'oublierai pas nos banlieues. Je dis bien nos banlieues et non pas les banlieues, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Tout à fait. Nos banlieues de France comme de Navarre, Outre-mer et d'ailleurs. Exactement. Comme nos
nos campagnes, Bon. Voilà, parce que c'est la France, c'est une composante. C'est la France. Il est 11h05. Nous allons débattre autour de notre argent, l'argent de nos impôts. Vous savez que le gouvernement, c'était mardi matin, c'est le ministre du Budget qui nous a, ministre des Comptes publics, pardon, Gabriel Attal, qui s'est lancé dans une opération de communication. Il veut expliquer au pays, il veut nous expliquer à quoi sert l'argent collecté par le fisc. Où va notre argent? Pour cela, Bercy a mis en ligne un site web sobrement baptisé En avoir pour mes impôts. On y apprend pêle-mêle que la fabrication, par exemple, d'une carte d'identité coûte à peu près 6 €, une intervention des pompiers 1150 €, la scolarité au collège public 8206 € par an et par élève. Il y a comme ça toute une liste, je l'ai sous les yeux, enfin j'ai une grande partie de la liste sous les yeux. Nous allons d'ailleurs la regarder attentivement avec nos invités. Mais à quoi servent nos impôts? Opération de communication ou pas, nécessaire ou pas? Moi je crois que c'est nécessaire de savoir où va notre argent. Peut-être qu'on pourrait aller encore un peu plus loin. Nous allons réfléchir à cela. Et puis peut-être manque-t-il dans cette opération transparence d'autres choses, je ne sais pas moi, les aides aux entreprises, les niches fiscales, les crédits d'impôt, enfin bon, on ne sait pas tout sur l'utilisation de l'argent public. Je ne sais pas moi, l'argent dépensé pour faire appel à des cabinets privés, enfin bon, beaucoup d'autres choses. Pour parler de tout cela, nous avons plusieurs invités. Nicolas Lecossin, qui est directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un libéral assumé, disons clairement les choses, ici j'aime. Nicolas Maillard-Rossignol, qui est premier secrétaire délégué du Parti Socialiste et maire de Rouen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous aurons au téléphone Jean-René Cazeneuve, qui est député Renaissance du Bas-Rhin, mais surtout rapporteur du budget. Donc, il travaille sur ces questions-là. Et puis, sans doute d'autres invités tout au long de l'émission. Vous-même, auditeur de Sud Radio, vous pouvez intervenir 0826 300 300. Alors, l'actualité à propos de finances, l'inflation, en avril, plus 5,9%, c'est l'indice des prix, selon l'INSEE, avec une augmentation sur avril. Il faut tuer la bête de l'inflation, c'est pas moi qui le dis, c'est le FMI, et d'ailleurs, les banques centrales européennes relèvent leur taux d'intérêt, coût de frein de l'économie, c'est la conséquence. Il faut le faire. Nicolas Lecossin, il faut le faire. Vous êtes un économiste. Il faut lutter contre l'inflation, oui, bien sûr. Oui. Il faut pas oublier que l'inflation... Parce que certains disent, non mais l'inflation, laissons aller, l'inflation, c'est pas grave l'inflation. Ah non. Attention, l'inflation, c'est l'impôt sur les pauvres. Oui. L'inflation, ça touche surtout les gens qui sont plus pauvres, évidemment, et qui n'arrivent plus ensuite à aller faire leurs courses. Exactement. À bon prix. C'est vraiment l'inflation sur la pauvreté. Donc oui. il faut se battre contre l'inflation, il faut lutter. Et si quelqu'un s'enrichit grâce à l'inflation, c'est bien l'État. Oui. Donc c'est l'État qui J'ai vu EDF, grâce à l'inflation et grâce à l'augmentation du coût, des chiffres records depuis janvier, de chiffre d'affaires record. Exactement. Donc ce sont les grands distributeurs, des chiffres d'affaires records depuis janvier. Donc ce sont surtout les entreprises publiques, l'État, ce sont les impôts, donc rentrée fiscale, tout cela. Ce sont les contribuables qui sont les plus touchés, et pas seulement les consommateurs, du plus petit consommateur au plus important. Donc il faut lutter absolument contre l'inflation. Je voudrais juste dire que l'inflation en France est quand même un peu moins élevée que dans d'autres pays. C'est vrai, que dans d'autres pays d'Europe. Dans certains, c'est même 3 ou 4 fois plus. Vous êtes d'accord, il faut lutter contre l'inflation, Nicolas Maillard-Rossignol? Alors, je suis d'accord. Peut-être pour compléter, d'abord, l'inflation est effectivement en moyenne plutôt parmi les moins élevés au niveau de l'Union européenne. Oui. En revanche, elle est variable en fonction des types de produits dont on parle. Exactement. Et ce que constatent nos concitoyens, et vous venez de le dire, c'est quand on fait ses courses. Oui. Quand on fait ses courses, là, c'est d'ailleurs, terrible. les derniers chiffres, c'est 14,9% et ça en avril par d'augmenter. rapport à avril 22. Vous avez vu que les prévisions suggèrent plutôt que ça va, je le regrette, jusqu'à l'été. De continuer d'augmenter. Et ensuite, ça devrait baisser. Ce qui est intéressant, c'est que, vous l'avez dit aussi, cette inflation, elle est aussi liée à des hausses importantes de dépenses en matière énergétique. Vous avez cité EDF. Et donc, finalement, on voit tout de suite le lien entre ce sujet de l'inflation et le sujet de notre débat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait par rapport, par exemple, aux entreprises, grande distribution,
énergie, qui dans des contextes comme celui-là, gagnent plutôt plus d'argent, en tout cas pour les énergies, ça c'est très net, ils l'admettent eux-mêmes d'ailleurs, hein. Alors que pour les Français, c'est pas juste un ressenti, il y a un vécu qui est catastrophique. Et il y a une forme d'injustice. Et là, on voit l'intérêt et la pertinence d'avoir un système redistributif via l'impôt. Voilà, vient l'impôt. Alors justement, l'impôt, est-ce que nous sommes en période de déclaration fiscale? Alors évidemment, c'est un sujet d'actualité. Cette opération, en avoir pour mes impôts, cette plateforme. Alors, je vais donner d'autres exemples. Hein. Le ministère de l'économie et des finances a compilé des milliers de données. On découvre, par exemple, que le coût d'une année en maternelle ou en primaire est de 6 805 € par élève. Je prends d'autres exemples. Une intervention des pompiers, je le disais, 1150 €. Une aide auditive, ça coûte à l'État 900, à nous, donc 950 l'utilisation de nos impôts, 950 €. Un accouchement de 2800 à 5600 € sans césarienne et de 3009 à 10 000 € avec césarienne. Je ne sais pas moi, un déplacement d'ambulance en moyenne 63 €. Et puis il y a toutes les aides familiales au logement, prime d'activité, élection présidentielle. Tiens, élection présidentielle, vous savez combien ça coûte à l'État? 4,76 € par électeur. Bon, mais ça c'est un coût indispensable, évidemment, pour la bonne marche de notre démocratie. Il y a tout un tas d'aides, de nombreuses autres dépenses publiques qui ont été compilées par le ministère de l'économie et des finances. C'est utile, ce genre d'opération. On l'attendait. Moi, je trouve qu'il faudrait aller encore plus loin. Nicolas Lecossin. Écoutez, nous, à l'IREF, on s'est beaucoup amusé, si je peux dire ainsi, oui. à déchiffrer un peu cette opération de communication du gouvernement. Et sur le site, donc, oui. en avoir pour mes impôts, oui. vous avez un... .gouv.fr. Voilà, il y a un très joli camembert. On montre où vont les 1000 € d'impôts. 1000 € d'impôts, voilà. Oui. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce camembert, qui est très clair, très bien fait? On voit la chose suivante, qu'on a 562 € pour les dépenses sociales, oui. Et seulement 60 € pour le régalien. Alors, 562 € sur 1000 € pour voilà. Les dépenses sociales. Donc 57% pour les dépenses sociales et 60 €, c'est-à-dire 6%, je dis bien 6% pour les missions régaliennes de l'État. Pour les missions régaliennes, c'est-à-dire sécurité, armée, défense, oui. Sécurité, justice. Alors on se frotte les yeux, on se dit ce n'est pas possible, mais si c'est vrai. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'en dépenses sociales, la France, c'est 123 fois plus que pour la justice. 123 fois plus que pour la justice. En impôts, en dépenses. Ça vous paraît totalement anormal. Non, mais si l'État doit s'occuper de quelque chose, ce sont quand même ses missions régaliennes. Défense, justice, sécurité. Quand on voit les sondages, un peu les Français sont quand même impatients de voir un peu plus de sécurité dans les rues, un peu plus d'efficacité au sein de la justice. Et quand on voit les dépenses, ce que l'argent, et c'est le gouvernement qui le dit dans ce petit camembert, c'est quand on voit ce qu'on dépense pour la justice, la sécurité et la défense, aujourd'hui aussi vu ce qui se passe en Europe, on se dit ce n'est pas possible. Où vont nos impôts? Où vont nos impôts? Nicolas Mayer, ça vous choque ou pas cette différence, grosse, énorme différence entre les dépenses sociales et les missions régaliennes? Deux choses. D'abord, c'est un choix de société. La France, et ça c'est pas nouveau, elle se caractérise par un choix politique qui est d'utiliser des dépenses sociales, des cotisations. Moi, j'utilise pas le terme de charge. Oui, c'est vrai. Cotisations. Attention, ce sont des cotisations, c'est pas pareil. Pourquoi? Pour des salaires différés. L'impôt et la cotisation, c'est pas pareil. Et si vous me permettez, Monsieur Bourdin, allez-y. Pendant la pandémie, on était bien content quand même d'avoir des services publics. Oui, on était bien content d'avoir des hôpitaux. Et tout ça, c'est financé. Mais on est bien content d'avoir des hôpitaux. C'est un choix de société. Alors, ça n'enlève rien à votre question initiale, c'est-à-dire la lisibilité de tout ça. Et là, il faut être clair, et il ne faut pas faire de langue de bois. Personne n'y comprend rien. Moi, je suis élu local, je peux vous dire, et pourtant, je suis là tous les jours. Je le rappelle. Et ça, c'est pas une question de bord politique. Je peux le dire sans attaquer qui que ce soit. Vous êtes socialiste et maire de Rouen. Franchement, c'est très compliqué, on va dire très complexe, parce que d'abord, il y a plusieurs niveaux de puissance publique, et puis il y a plusieurs niveaux d'imposition, et il y a plusieurs allocations. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Donc l'idée de rendre les choses plus transparentes, c'est en soi une bonne idée. Elle n'est pas nouvelle. Il y a eu plein d'initiatives antérieures. C'est un peu un marronnier quand même. Là où ça ne va pas assez loin et où je partagerai le point sur le fait qu'il y a un peu de l'ordre de l'opération de com du gouvernement, c'est que c'est pas juste dire
où va mon argent. D'ailleurs, c'est pas mon argent, c'est notre argent. C'est un pot commun. C'est pas moi tout seul pour moi tout seul. Heureusement que d'autres financent les retraites des autres. C'est le système par répartition. Heureusement que d'autres financent la santé quand je vais à l'hôpital. C'est pas moi qui ai payé pour mon opération chirurgicale, etc., etc. Mais là où il faudra aller plus loin, c'est dire quel impôt finance quoi. Par exemple, sur les côtés incitatifs, les impôts de nature écologique pour financer des actions plus vertueuses sur la décarbonation ou des transports moins polluants. Bon, et là, on n'est pas clair. Et puis, de l'autre côté, essayer de raccourcir les boucles, c'est-à-dire qu'un impôt local soit utilisé plus localement, des circuits courts d'impôts. Et là, c'est très compliqué, parce qu'en général, on met l'argent dans un pot commun et on ne sait pas trop où ça va. Il y a un effet boîte noire. Bien, alors nous allons nous adjoindre, si je puis dire, un homme qui connaît parfaitement ces questions, Jean-René Cazeneuve, qui est député Renaissance du Bas-Rhin, mais surtout rapporteur du budget. Il sera là avec nous dans 2-3 minutes, puisque c'est l'heure d'une première pause, 11h15, première pub, vous êtes sur Sud Radio. Je rappelle que tous les jours, notre émission, 10h30, midi et demi, si vous avez manqué le direct, cette émission peut être réécoutée, pas de problème. Elle est disponible immédiatement en podcast sur sudradio.fr, sur notre application Sud Radio. Merci, 11h16. Il est 11h19. Notre débat sur l'argent des impôts et pas de mes impôts. Dites-moi, je sais que vous n'êtes pas très content. La terminologie vous choque un petit peu dans la communication gouvernementale. Nicolas Maillard-Rossignol. Mais non, mais parce que en avoir pour mes impôts, ça véhicule le message que c'est mon argent, et c'était la phrase de Margaret Thatcher, c'est I want my money back, c'est-à-dire je vais mettre mes impôts et et ça va me revenir à moi. Mais on sait très bien que c'est pas vrai. Heureusement qu'il y a un système de solidarité et qu'il y a une forme de contribution, alors certainement pas parfaite, et il y a des problèmes d'injustice, mais enfin la philosophie derrière, c'est qu'on est ensemble et qu'on fait société ensemble, et que l'impôt est le ciment de cette solidarité. Si vous devez payer vous-même pour aller vous faire soigner, on connaît ça dans d'autres pays, les États-Unis, mais à ce moment-là, vous avez intérêt à avoir une bonne carte bleue. Jean-René Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Merci, député Renaissance du Bas-Rhin, rapporteur du budget. Alors, c'est un problème un peu sémantique, mais soulevé par le maire de Rouen, mais vous en pensez quoi ? Je vais peut-être préciser que je suis député du Gers. Alors on a aussi des saucisses. On a aussi des saucisses, mais c'est plutôt la saucisse de Toulouse. Mais mais pourquoi ? Ça me surprenait aussi. Je ne sais pas pourquoi on m'a mis Bas-Rhin sur ma fiche. Pardon, Jean-René Cazeneuve. Pardon. Pardon, j'ai l'air idiot. Pardon. J'aime pas ça. Mais bon, c'est la vie. Bon, faut assumer. Non, pas de. Allez-y. Non, mais je pense que. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit par le maire de Rouen, c'est-à-dire que on a besoin de cet exercice de transparence. Ici, il n'est pas question de revenir sur le principe de la solidarité qu'apporte l'impôt, de redistribution qu'apporte l'impôt, mais je crois que c'est important pour nos concitoyens. C'est un effort de pédagogie, ceci, c'est un effort de transparence, c'est un effort de consentement. Pourquoi le consentement ? Parce que quand vous interrogez les Français, ils vous disent qu'ils contribuent plus qu'ils ne reçoivent. 74% de nos concitoyens pensent qu'ils payent plus d'impôts qu'ils n'en reçoivent pour leur argent. Et alors que la réalité est contraire, puisque ce sont 60% des Français qui reçoivent plus qu'ils ne payent, et c'est normal, et c'est la solidarité nationale. Mais vous voyez qu'on a aussi un problème de perception, et cet effort, et je suis moi très heureux que vous ayez cette émission, ça participe à cet effort de transparence et de compréhension. Oui, c'est très utile. C'est très utile parce que j'entends, mais comme vous, c'est vrai, j'entends, de toute façon, notre argent est dépensé n'importe comment, l'État gaspille, et rien ne marche, rien ne fonctionne. Ce qui est faux. Parce que les services publics fonctionnent, même s'il y a ici ou là des difficultés. C'est totalement faux. Et je me bats contre cet avis négatif, facile, ce raccourci facile. Mais bon, il y a une consultation en ligne qui est mise en place pour permettre aux contribuables de donner leur avis sur les politiques publiques prioritaires. Ça aussi, c'est intéressant. Nous verrons le résultat de cette consultation. Mais bon, très bien cette opération de transparence. Jean-René Cazeneuve. Mais, pardon, les niches fiscales, les crédits d'impôt, tout ça, ça n'y est pas. C'est absent de cette opération de transparence. Écoutez, tout ça est très documenté. Alors, ce sont dans des documents financiers. Donc, effectivement, peut-être qu'il est au faux, et je crois qu'il n'y a aucune réticence de la part
du ministre du budget Gabriel Attal de communiquer, mais tout ça est évidemment connu. C'est connu par les initiés, Jean-René Cazeneuve. Mais l'objectif de cette opération transparence, c'est quand même de s'adresser aux citoyens. Absolument. Donc, alors, par exemple, les études, pardon, je vais être un peu provocateur, les études auprès de sociétés privées, par exemple, les dépenses de l'État, tout ça n'est pas détaillé. Bon, il y a eu un rapport sénatorial et un rapport aussi au Parlement sur ce que coûtent ces fameuses études. Là aussi, moi je suis franchement pour une plus grande transparence et ce site-là est un premier pas. Oui. Il est loin d'être complet, mais je pense que ce que vous faites là doit participer à élargir l'éventail des informations qui sont communiquées aux Français. L'interface doit être aussi changée. Il faut territorialiser. C'est important aussi de comprendre si on a accès au même niveau de service partout en France, si ça coûte la même chose. Donc, je crois que c'est le début. Et pour en avoir discuté avec Gabriel Attal, je sais qu'il veut aller beaucoup plus loin et c'est très bien. Et aller plus loin, c'est-à-dire, Jean-René Cazeneuve, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? C'est-à-dire préciser si effectivement les prestations coûtent la même chose en fonction des territoires, préciser peut-être tous ce qu'on appelle ces crédits d'impôt, ce qu'ils représentent. Le crédit d'impôt le plus important, c'est le crédit d'impôt recherche qui est payé aux entreprises effectivement pour qu'elles embauchent des chercheurs. Voilà. Est-ce qu'il faut se poser la question collectivement ? Est-ce que c'est une bonne utilisation de l'argent public ? Mais voilà, il faut plus de transparence. Moi, j'y suis très favorable. Oui, nous aussi. Vous avez raison, Jean-René Cazeneuve. Nicolas Baillière-Rossignol. La transparence, c'est bien, mais c'est pas du tout suffisant. C'est vrai que personne n'y comprend rien, je le disais tout à l'heure, et donc c'est nécessaire d'aller dans plus de transparence. Pas uniquement combien ça coûte, mais d'où ça vient, quel est le type d'impôt qui est utilisé, pourquoi, etc., etc. Mais je voudrais insister sur deux autres messages ou mots-clés qui me semblent fondamentaux. Avec la transparence, il faut la justice et il faut l'efficacité. Transparence, d'accord, mais justice. Parce qu'aujourd'hui en France, plus vous êtes riche, moins vous payez d'impôts. La vérité, c'est ça. Et le phénomène s'est accéléré. C'est vrai ou faux ? Vous avez de plus en plus, vous avez de plus en plus de facilité. Et ce sont des choix fiscaux, ce sont des choix politiques qui ont été pris par ce gouvernement. Et ils sont compréhensibles, légitimes. Je ne les partage pas, mais on peut les comprendre. Mais qui ont abouti à ce que les plus riches des plus riches, pas juste les riches, les plus riches des plus riches, aujourd'hui, et ça c'est bien documenté, bénéficient de systèmes fiscaux les plus avantageux. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qu'on retrouve à l'échelle mondiale, où les plus riches des plus riches accaparent de plus en plus de richesses, qui pose la problématique de la soutenabilité de notre modèle de société. Donc, il faut un impôt sur les ultra-riches. Vous pouvez faire toute la transparence à l'échelle internationale. Vous pouvez faire, si on pouvait commencer par la France, ce serait bien. Mais vous pouvez faire toute la transparence que vous voulez. La vérité, c'est que le consentement à l'impôt, qui est au cœur de notre République, il dépend certes de la transparence, mais il dépend aussi de la justice. Et aujourd'hui, nous avons un système qui est très injuste, notamment vis-à-vis des plus riches des plus riches. Alors, Nicolas, nous sommes dans un pays où il y a un système progressif de l'impôt sur le revenu pour payer des impôts, et dans lequel plus de la moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu, environ 54%. Alors, je vais y revenir. C'est énorme. L'impôt sur le revenu. L'impôt sur les revenus. L'impôt sur les revenus. Il faut bien faire la distinction. Alors, pour ce qui est des plus riches, ce n'est pas du tout vrai. D'ailleurs, le Bercy le reconnaît. Les 10% des plus riches en France payent 70% du total de l'impôt sur le revenu. Donc, ce sont des sommes absolument énormes. 70% payés par les 10% les plus riches. Mais peut-être qu'on ne parle pas des 10% les plus riches, mais des 0 et quelques pourcents des ultra-riches. Même d'abord, sinon ils ne partiraient pas à l'étranger, s'établir à l'étranger, donc ils resteraient en France. Il y en a beaucoup qui partent. Et des chefs d'entreprise aussi, qui ont fait fortune. Donc ils ne délocalisent pas, mais c'est eux qui vont ailleurs. Mais moi, je suis un peu frappé par les deux élus, parce qu'ils disent, parce que c'est à eux de contrôler la dépense publique. C'est à l'élu de la République de voir exactement où va l'argent des impôts des Français. Et alors ils sont un peu, je trouve qu'ils sont un peu réticents concernant cette transparence, surtout monsieur. Non, Jean-René Cazeneuve n'est pas réticent. Il dit qu'il faut de la transparence. Moi je suis. Ce sont les élus. Moi je suis pour qu'ils aient plus de pouvoir. Qu'est-ce que vous aimeriez comme transparence? Allez-y, Nicolas Le Cossin. Respecter par exemple les rapports de la Cour des comptes.
C'est la moindre des choses. Les recommandations de la Cour des comptes. On a travaillé sur une 50aine de rapports de la Cour des comptes. Les recommandations ne sont pas suivies des faits. C'est pas normal que seulement une partie des recommandations, alors que tous les ans, vous avez des rapports qui disent que l'argent est mal dépensé, l'argent public est mal dépensé. Donc il suffit de regarder et d'appliquer ces recommandations. C'est aux élus de le faire. Jean-René Cazeneuve. Oui, peut-être répondre d'abord sur la justice, parce que je ne peux pas laisser dire ce que le maire de Rouen vient de nous dire. Nous sommes le pays au monde, probablement, où la redistribution est la plus forte. Il y a une étude de l'INSEE qui est sortie au mois de mars, qui est extrêmement intéressante, qui dit que l'écart entre les 5% des Français qui touchent les plus de revenus et les 5% qui touchent le moins de revenus, cet écart, après prise en compte de la redistribution, de l'accès aux services, est divisé par 10. Et donc, elle n'est que de 4 fois. Alors on peut considérer que c'est encore beaucoup, mais après tout cet effort de redistribution et d'accès aux services, c'est un rapport de 1 à 4. Donc on est franchement dans un pays modèle, et moi je le revendique. Je ne veux pas revenir en arrière par rapport à ça. C'est la promesse de notre société, c'est l'honneur de notre pays que de faire cette redistribution. Là où il y a une confusion entretenue par certains, c'est qu'effectivement on confond le revenu et le patrimoine. Quand vous avez en France un certain nombre de personnes qui sont à la tête d'entreprises qui, parce qu'elles réussissent formidablement, voient la valeur de leur entreprise, qui est effectivement dans leur patrimoine augmenté, on ne va pas leur piquer leur entreprise, si vous voulez. Donc, effectivement, leur patrimoine augmente de manière très significative grâce au développement de leur entreprise. Mais quand on parle de revenus, je suis absolument formel, nous sommes dans le pays au monde qui redistribue le plus. Et c'est tant mieux. Sur l'efficacité de notre action publique, oui, bien sûr, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. La transformation, la modernisation, on peut toujours faire mieux. On ne le fait pas assez vite. La transformation de l'action publique n'est pas assez efficace. Il y a beaucoup de chantiers, mais elle n'est pas assez efficace aujourd'hui. Et là aussi, je vous rejoins. Bien, alors j'ai une question. On va évacuer cette question, mais elle revient souvent dans ce genre de débat. C'est l'impôt dès le premier euro de revenu. Quel que soit le revenu, d'ailleurs. Faut-il faire payer un impôt sur le revenu dès le premier euro de revenu? Jean-René Cazeneuve. Écoutez, il existe, ça s'appelle la TVA. Bon, donc il y a quand même aussi, c'est l'impôt le plus important. Hein, c'est vrai. 10 milliards dans notre pays. Donc il existe. Bon, je crois que des gens qui aujourd'hui ont un RSA aux alentours de 600 €, leur faire payer un impôt sur le revenu, je ne crois pas aujourd'hui que ce soit une bonne idée. Il faut sensibiliser les gens effectivement à la dépense publique. Et ce que nous faisons là, c'est une première pierre pour cette sensibilisation. Donc ça me paraît extrêmement important, et que les gens arrêtent de se plaindre parce que on voit bien que les services auxquels ils accèdent gratuitement, pour la majorité d'entre eux, sont des services de grande qualité. Alors aussi, tout ne va pas bien, mais dans le domaine médical, par exemple, il y a aujourd'hui beaucoup plus d'examens radiologiques qu'il n'y avait avant. Donc c'est normal que la dépense publique augmente. Il y a beaucoup plus de jeunes qui font des études supérieures. Donc c'est normal que la dépense publique augmente. Donc chacun doit comprendre effectivement à quoi utiliser l'argent public. Bien, oui, Nicolas Lecossin, pourquoi est-ce que vous plaidez pour un impôt dès le premier euro de revenu? Parce que c'est juste. Il y a la TVA. C'est juste, il y a la TVA, mais on parle de hier. Donc, nous, on a calculé avec 2 tranches d'impôt, à 2 et 15% en France, l'État serait gagnant. Et des rentrées fiscales. C'est-à-dire 2 et 15%. 2 et 15%. Juste 2 tranches. Deux tranches. Quel que soit le gain. Au-delà de combien? 15%? À partir de 2%, jusqu'à 8 000 € par an. Donc c'est symbolique, Donc vous avez quelques euros d'impôt. Et ensuite, au-delà 15%. Quel que soit le revenu. Quel que soit le revenu, 15%. Que vous gagnez 50 000 € par an ou que vous ayez 500 000 € de revenus par an. Tout à fait. 15%, si vous gagnez 500 000, vous payez plus que celui qui gagne 3 000 €. Donc normalement. Donc, et on a calculé avec les données de Bercy, que l'État était gagnant. C'est-à-dire que les rentrées fiscales augmentaient. Donc c'est quelque chose de tout à fait faisable. D'ailleurs, notre étude se trouve à l'Assemblée, chez les élus, pour en discussion. Bien, 11h32, j'observe une petite pause et nous poursuivons dans un instant. Bien, merci d'être avec nous pour parler de nos impôts, des impôts en général d'ailleurs, nos impôts.
je vais me faire gronder par Nicolas Maillard-Rossignol, des impôts, puisque c'est une œuvre collective, si je puis dire. Éric Baird est économiste et membre des économistes atterrés. Il est par Zoom avec nous depuis quelques mois. On a eu quelques difficultés à mettre en place ce Zoom, mais Éric Baird, bonjour. Bonjour. Oh là là, je vous entends très très mal, là. C'est lointain. C'est pour ça que j'aime pas trop les zooms. Je sais que beaucoup de télévisions ou de radio en abusent. Moi, personnellement, j'aime pas trop les zooms parce que ça marche moyennement. Bon, enfin bon. Alors, oui, on disait, c'est l'utilisation des impôts. Et Éric Baird, on parlait de justice tout à l'heure. Qu'en pensez-vous, Éric Baird? Est-ce qu'il y a justice dans l'utilisation des impôts? Écoutez, ça dépend. Les impôts peuvent être effectivement utilisés de manière très juste s'ils permettent de financer un système, qui permet de financer des services publics de qualité. On avait un système de santé qui nous était envié dans le monde entier il y a une vingtaine d'années. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On avait un système éducatif également qui était très performant et qui l'est de moins en moins. Je pourrais vous parler de ce qui se passe à l'université, c'est vrai ce que vous dites, mais est-ce pour des raisons purement financières ou d'autres raisons? En partie oui, puisque on accuse toujours la dépense publique. Alors c'est vrai que la dépense publique, elle se maintient à peu près constante si on la rapporte au PIB, mais c'est du côté des recettes que ça pêche, où les recettes sont amputées année après année. Le gouvernement actuel, depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est entre 65 et 70 milliards d'euros par an de recettes pérennes qui ont disparu. Donc ça, c'est quand même pas rien. Et quand on met ça à côté des intérêts de la dette, puisque j'entendais Jean-René Cazeneuve et j'ai entendu par ailleurs s'alarmer du fait qu'on pourrait avoir 70 milliards d'intérêts de dette à l'horizon 2027, vous avez le même chiffre en face de baisse de recettes fiscales qui ont été accordées par Emmanuel Macron et souvent de façon injuste et pas forcément utile. Jean-René Cazeneuve. Écoutez, là on a évidemment une vue très différente. Nous pensons à la fois qu'il faut continuer à baisser les impôts des Français, en particulier de la classe moyenne. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas du tout d'accord sur cette tranche à 15%, puisqu'aujourd'hui les très hauts revenus payent 48% d'impôts sur les revenus marginaux. Il faut garder une grille très progressive. Bon, ensuite, il faut baisser les impôts sur les entreprises, et c'est ce que nous avons fait parce que ça crée de la valeur. Si vous voulez, quand on a baissé l'impôt sur les sociétés pour les entreprises en passant le taux à 25%, on se rend compte que l'année dernière, ça a rapporté 15 milliards de plus. C'est-à-dire que si vous laissez aux entreprises des marges de manœuvre pour investir, pour augmenter les salaires de leurs collaborateurs, eh bien ça paye et l'État se retrouve gagnant. Donc, oui, mais Jean-René Cazeneuve, c'est le travail, c'est la lutte contre le chômage et c'est ça qui rapporte de l'argent pour financer nos politiques publiques. Oui, mais Jean-René Cazeneuve, si vous mettez une tranche à 15%, ça rapportera plus d'argent au budget de l'État. Parce que, non, mais ce qu'il y a derrière, c'est que les classes moyennes vont payer beaucoup plus et ceux qui ont les revenus les plus importants vont payer beaucoup moins, puisque donc c'est franchement pas ce qu'on veut faire. Bon. Donc si vous voulez, entre la position très libérale et la position très à gauche, on est, nous, dans une politique plus équilibrée, je crois. Bien. Nicolas Maillard-Rossignol. Oui, moi je conteste vraiment le mot d'équilibre. Il y a un profond déséquilibre et c'est pas une question d'extrême gauche ou de radicalité sur le sujet. Les petites entreprises, les PME, par rapport aux grosses entreprises multinationales, qui est-ce qui paye le plus d'impôts aujourd'hui? C'est les petites et les moyennes. Et ça, c'est pas normal. On a parlé de l'impôt progressif et redistributif tout à l'heure, en parlant de l'impôt sur le revenu, mais on a oublié de dire que l'impôt sur le revenu, certes, il a des tranches, c'est vrai. Je rappelle quand même que dans l'histoire, on a connu sur les tranches marginales les plus hautes des taux d'imposition beaucoup plus élevés, y compris dans des pays très libéraux comme les États-Unis dans les années 50-60. Le dernier taux sur la tranche marginale la plus élevée pour les plus riches, donc il était à 80-90%. Ils sont revenus là-dessus. D'accord. Sauf que ce qu'on voit du coup, c'est qu'il y a une accumulation des richesses sur les plus riches des plus riches, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis surtout, l'impôt
l'impôt sur le revenu, c'est pas du tout la source la plus importante de revenus, d'impôts aujourd'hui, de fiscalité. C'est la TVA et la CSG qui sont les principales sources. Et quel est l'impôt le plus injuste? Mais c'est bien la TVA. Si dans votre panier de courses aujourd'hui, quand vous êtes les fameuses classes moyennes dont parle Monsieur Cazeneuve, qui est-ce qui paye le plus en proportion de son revenu pour aller faire ses courses? C'est Monsieur Arnaud ou c'est vous et moi au quotidien quand on a des revenus les plus modestes ou dans les classes moyennes? C'est évidemment les classes moyennes. Et ça les pénalise le plus. Et puis la dernière injustice, c'est entre le travail et le patrimoine. Et vous allez me trouver peut-être très libéral, mais le travail, il ne paie plus. Aujourd'hui, c'est le patrimoine qui est le plus avantageux au plan fiscal. Monsieur Cazeneuve y a fait un tout petit peu allusion. Donc là, vous avez 3 injustices, petites entreprises, grandes entreprises, ménages classe moyenne et plus grande fortune, sans parler des mécanismes d'évitement fiscal dont bénéficient les plus grandes fortunes. Et puis, vous avez enfin ce 3e point qui est aussi important. Cazeneuve, vous êtes d'accord? Non, enfin, je peux comprendre, mais alors d'abord, il y a ce fantasme sur les taux d'imposition des petites entreprises et des grandes entreprises. Il y a une étude, une mission que je mène avec Éric Coquerel de la France Insoumise sur le sujet, et on s'aperçoit que les écarts sont assez réduits et qu'ils ont tendance à se réduire dans le temps. Donc, je vous propose d'attendre quelques mois encore pour les conclusions de cette étude. Mais bon, c'est faux de dire que les grandes entreprises ne payent pas d'impôts. Elles payent beaucoup d'impôts. Je dis qu'elles en payent beaucoup moins. Mais elles n'en payent pas moins que les PME. Mais bien sûr que si. Elles n'en payent pas moins que les PME. Alors, en valeur absolue, évidemment, beaucoup plus. En pourcentage, il y a quelques points d'écart, mais c'est beaucoup moins important que ce que dit sous-entend M. Meyer-Rossignol. Pour l'impôt sur le revenu, on est aujourd'hui à 48%, 45 plus 3. On ne peut pas aller beaucoup plus. Le Conseil constitutionnel nous l'interdit. On parle de confiscation, de taux confiscatoires. Donc aujourd'hui, on est au maximum de ce qu'on peut faire pour l'impôt sur le revenu. Et ceux qui payent 48% vous diront que c'est quand même beaucoup d'argent. C'est-à-dire que 50% de notre revenu, si vous voulez, passe en impôt après tout ce qu'ils peuvent payer comme impôt par ailleurs. Donc si vous voulez, on peut considérer que, et je vous ai dit tout à l'heure que la redistribution en France était exemplaire. On avait un taux de redistribution qui était absolument important. On va parler de redistribution. Éric Baird, que dites-vous, que répondez-vous à Jean-René Cazeneuve? Écoutez, oui, il y a de la redistribution, de moins en moins efficace et juste, parce que faut bien voir quand même quelque chose, c'est qu'on diabolise un peu tout ça là. Il faut baisser les impôts, c'est bon, ok, c'est un mantra qu'il faut pouvoir justifier. Le gouvernement, c'est baisser les impôts pour les classes moyennes. Classe moyenne, c'est entre 1 390 € et 2 568 € de revenus disponibles après impôt. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un raisonnement qui me semble un peu à courte vue, parce que baisser les impôts pour baisser les impôts, bon, ok. Mais quand dans le même temps, l'objectif est de réduire le déficit public, comment vous faites? Si vous baissez les impôts et que vous voulez réduire le déficit public, il n'y a pas 50 solutions, il faut taper massivement dans les dépenses publiques. La réforme des retraites qui fait encore des remous est l'exemple typique de ça. Donc ce que ne dit pas le gouvernement, c'est que il y a quand même une cure d'austérité en préparation assez forte, pour ne pas dire très forte. France veut accélérer le redressement de ses comptes publics. Donc vous pensez qu'une cure d'austérité est en marche? Écoutez, je vois pas comment, après peut-être qu'il y a une solution magique, mais je vois pas comment on peut à la fois baisser les impôts et réduire le déficit public sans taper massivement dans les dépenses. Jean-René Cazeneuve. Écoutez, la recette est plus simple à exprimer qu'à faire, mais ça s'appelle le développement économique. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont favorables au recul de notre PIB et la récession à mon avis, n'ont pas compris les enjeux. Donc, effectivement, pour résoudre cette équation que nous voulons tenir sur les 5 ans, il faut développer notre économie. Et donc, c'est le développement du PIB, de la richesse nationale. C'est ça qui permet à la fois de baisser modérément les impôts. On n'est pas en train de vous dire qu'on va baisser massivement les impôts dans le futur, mais en tous les cas, maintenir le taux de prélèvement obligatoire par rapport à la richesse nationale. Et en développant notre richesse nationale, le PIB, on se crée des marges de manœuvre pour
pour financer nos services publics, pour financer la transition écologique. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut plus augmenter les impôts en France. On est le pays où le taux de prélèvement obligatoire est le second, je crois, de l'OCDE, derrière le Danemark. Donc on est au bout de ce qu'on peut faire en matière d'augmentation des impôts. Donc attention de ne pas laisser planer cette idée qu'il y a encore des tas de possibilités d'augmenter les impôts. Non. D'accord, mais... Vous allez pouvoir répondre, Nicolas Maillard-Rossignol. Je vais remercier notre invité, Éric Baird, parce qu'on a un petit problème de Zoom, vous savez, c'est lointain. Malheureusement, vous savez, ça confirme ce que je dis. Je suis désolé, mais je m'en excuse auprès d'Éric Baird de l'avoir un peu comme ça mobilisé avec des conditions techniques qui ne sont pas très bonnes. Il est 11h46. Merci d'être avec nous. Allez, nous allons finir cette conversation. Nicolas Maillard-Rossignol va pouvoir répondre à Jean-René Cazeneuve dans un instant. Nicolas Lecossin aussi. Tiens, un mot. Oui, la France... La France est championne des dépenses publiques, championne des prélèvements obligatoires. Oui, mais ça, c'est bien ou pas on est champion des dépenses publiques. On revient à la question. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on en a pour nos impôts? On est champion. Alors, 11h46, à tout de suite. Il est midi moins 10. Prenons Chantal, qui est dans les Hautes-Pyrénées, à Montbourguet. Bonjour Chantal. Bonjour à tous. Merci Chantal. Quelle question vouliez-vous poser? Alors ma question c'était, j'en ai un peu assez d'entendre cette rhétorique libérale, dirons-nous, c'est la France qui paye le plus d'impôts, qui fait payer le plus d'impôts, c'est la France qui redistribue le plus, etc. Et ça, Chantal? Bon, Chantal s'interroge. Jean-René Cazeneuve, vous comprenez cette interrogation de Chantal? Écoutez, les chiffres sont têtus. De ce point de vue-là, les études sont extrêmement claires. Les prélèvements obligatoires, c'est 45% de notre PIB. On est aujourd'hui le deuxième pays au niveau mondial et les dépenses publiques, c'est 57% de notre richesse. Donc, on ne peut pas le nier. Est-ce qu'il faut mieux dépenser notre argent public? Oui, il faut définir les priorités. Mais pas plus de dépenses publiques. Écoutez, pas moins, en tous les cas. Je pense que c'est mieux. C'est mieux. Non, c'est pas moins. Donc il faut que l'État, les collectivités qui utilisent l'argent des impôts, l'utilisent mieux, si j'ai bien compris. Il faut qu'elles l'utilisent mieux. Les dépenses publiques vont continuer à augmenter pour la raison que je vous ai expliquée tout à l'heure. Et c'est très bien. Il y a de nouvelles priorités, on vit plus longtemps. Donc les dépenses publiques vont continuer à augmenter. Mais nous avons un devoir d'exigence vis-à-vis des Français, c'est de leur expliquer où on le dépense et comment on peut mieux le dépenser. Et je pense qu'il y a plein d'exemples. On peut avoir des services publics plus efficaces, répondre plus rapidement aux demandes, baisser les coûts de ce qui est fait, c'est que on l'a déjà montré, on peut le faire et il faut continuer à le faire. Mais il faut pas augmenter les impôts. Je crois qu'on n'est pas dans cette logique-là. Depuis 2017, on a supprimé la taxe d'habitation, la redevance télé. Enfin, vous voyez qu'on baisse les impôts pour la classe moyenne. Bien. Nicolas Maillard-Rossignol? Oui. Non. Si. La redistribution. La redistribution, pour répondre à Chantal, classiquement, on distingue la redistribution verticale et horizontale. C'est très simple. Verticale, c'est par exemple les riches qu'on va taxer plus pour redistribuer vers des personnes plus modestes. Et horizontale, c'est indépendamment du revenu, par exemple, des actifs qui, à un instant donné, vont cotiser pour les retraités au même moment. Voilà. C'est ça la redistribution. Et c'est vrai que c'est au cœur du projet français. Mais ça a été dit tout à l'heure par l'économiste M. Baird, je crois, on a de moins en moins de redistribution. D'abord parce que la part de l'impôt sur le revenu a baissé. D'autre part parce qu'il y a de plus en plus, et ça c'est un phénomène nouveau ces 10, 20, 30 dernières années, qui s'est accéléré, un phénomène d'accentuation des ultra-riches au niveau mondial. Quand je disais tout à l'heure que les grandes entreprises ou les plus grandes fortunes ont accès à des mécanismes d'évitement fiscal beaucoup plus forts que pour les PME ou pour les classes moyennes, c'est juste la vérité. Et il y a un chantage à la mondialisation là-dessus. C'est-à-dire, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure par allusion, si c'est pas content, on va ailleurs et on délocalise. C'est ça la pression à laquelle on doit faire face. Et on voit bien que ce modèle-là, il n'est pas soutenable. Le rapport d'Oxfam, je voudrais quand même le citer, au niveau mondial, c'est pas français, dit que sur 100 $ de richesse créée, les 1% les plus riches de la planète en ont capté 54. Et les 50% de la population mondiale les moins fortunés ont bénéficié sur les 100 $ de 70 centimes. Ça n'est pas soutenable et c'est profondément injuste. On ne peut pas faire abstraction de cela.
Non, mais écoutez, on a un sujet aujourd'hui, effectivement, avec ce qu'on appelle les ultra-riches au niveau mondial, qui sont à la tête d'entreprises qui on représente des sommes colossales. Donc, on adresse ce sujet. La France est moteur aujourd'hui pour imposer un impôt sur le revenu minimum à toutes les entreprises au niveau mondial. La France est moteur, on a été le premier pays à imposer ce qu'on appelle les GAFA. Donc vous avez supprimé l'ISF. Mais ça n'a rien à voir. On peut... Non, on est moteur. Les sommes ne sont pas les mêmes. On est le premier pays. Donc on n'a pas de marge de manœuvre, mais on peut supprimer l'ISF. C'est le premier pays à imposer les GAFAM, les Google, les Apple, etc., qui payaient très peu d'impôts en France. Donc nous sommes moteur pour cette justice sociale. Donc on n'a pas de leçon à recevoir par rapport à ça, et on est aujourd'hui, on a un plan fraude aussi que lance le ministre du budget Gabriel Attal, avec donc la volonté à la fois de lutter contre les fraudes des entreprises, les fraudes économiques et également la fraude sociale, donc toutes les fraudes. Donc voilà, on est très actif sur ce sujet. Il faut évidemment plus de justice, toujours plus de justice, mais arrêtons de dire qu'il n'y a pas de redistribution en France. Elle est massive, et c'est tant mieux. Et c'est vraiment la particularité de notre pays. Il ne doit pas y avoir beaucoup de politiques à l'étranger qui se vantent d'être le premier pays à imposer les entreprises ou les personnes. C'est pas possible. Attendez, on se vante pas d'imposer des entreprises ou parce que on donne les possibilités d'avoir des entreprises. On se vante pas de taxer les GAFAM ou de les imposer. On devrait donner la possibilité d'avoir nos propres GAFAM, nos propres entreprises. On peut les taxer, mais se vanter d'être le premier pays à taxer les GAFAM, c'est pas ça ce qui compte. Les entreprises multinationales qui payent par impôts en France, ça n'est pas normal, je suis désolé. C'est pas normal de dire ça, monsieur. Excusez-moi, il faut au contraire avoir pourquoi on n'a pas nos propres GAFAM? C'est ça ce qu'il faut se poser comme question. On sait très bien aujourd'hui que les plus riches sont pas des gens qui volent, ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui créent des entreprises, et ils ne les créent pas en France. Il y a plus aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne. Bien. Jean-René Cazeneuve, merci beaucoup, député du Gers. Je le rappelle. Merci. À l'occasion, nous retrouverons pour d'autres sujets sur la fiscalité, sur évidemment l'argent public, l'utilisation de l'argent public. Merci Nicolas Cossin. Je voudrais, Nicolas Maillard-Rossignol, vous êtes au Parti Socialiste, et je rappelle que vous êtes un membre important puisque vous êtes le premier secrétaire délégué du Parti Socialiste. Alliance avec la NUPES pour les européennes, pour les socialistes ou pas? Mais ça n'a aucun sens. La politique, c'est quand même d'abord des convictions et des valeurs. Les accords électoraux, les places, les postes, je ne suis pas un perdreau de l'année, je sais bien que c'est important, mais ça doit passer en second. Sur l'Europe, vous avez des questions géopolitiques. On est pour, on est contre l'OTAN. Rester dans l'OTAN, oui ou non? On est pour ou on est contre l'Europe de la défense? Là, en l'occurrence, dans la NUPES, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Vous avez des partis qui sont fédéralistes, qui veulent plus d'Europe, et vous avez des partis qui refusent jusqu'au drapeau européen dans leur salle de meeting. Moi, je suis socialiste. Les socialistes, c'est Jacques Delors, c'est François Mitterrand. Nous sommes profondément pro-européens, et je ne sacrifierai jamais nos valeurs pour des places. Donc, pas d'accord pour une liste commune aux européennes? Non, parce que la politique... Vous savez, quand les gens ne comprennent plus ce qu'est, par exemple, le Parti Socialiste, c'est arrivé à d'autres partis, parce qu'on ne sait plus ce qu'il pense, parce qu'on ne sait plus ce qu'il défend, il faut remettre de la clarté et de la sincérité. Et sur l'Europe, notre chemin, il est clair. On peut être critique sur des politiques européennes, mais nous sommes profondément européens. Nous sommes attachés à la défense des minorités, les Ouïghours en Chine, Taïwan, la défense du peuple ukrainien face à une agression barbare qui est celle de la Russie de Vladimir Poutine. Et ça, ce sont des enjeux fondamentaux pour l'Europe aujourd'hui. Et on ne peut pas transiger là-dessus. Merci Nicolas Maillard-Rossignol, merci Nicolas Lecossin, merci à vous tous. Il est 11h58, Bourdin. Il est 12h15, vous êtes sur Sud Radio pour savoir et comprendre, vous le savez. Nous sommes en direct avec Jean Dionis, le maire d'Agen. Bonjour Jean Dionis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez déposé plainte ? Oui, la ville d'Agen a déposé plainte ce matin. Elle a déposé plainte contre X. Elle a déposé plainte donc pour non-respect de la sécurité publique. Et on a fait ça parce qu'on a eu effectivement une situation que nous avons estimée dangereuse. Dangereuse. 22h24 hier soir. 22h24, coupure de courant. Alors, coupure de courant, on l'a dit, on l'a raconté au stade Armandie. Il y avait un match de Pro D2 entre Agen et Nevers. 8995 spectateurs.
et coupure de courant sur toute la ville? Alors non, c'est sectorisé. Hein. Donc il y a juste un secteur de la ville qui a été coupé. Après, il faut vraiment se plonger dans le contexte de ce qu'est un match de rugby chez nous. Et vous le savez, sur la radio, c'est un public très familial. Vous avez à peu près toute la société dans sa diversité. Ça veut dire que vous avez des enfants très jeunes, de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Vous avez aussi des personnes âgées. Vous avez des personnes à mobilité réduite. Et tout d'un coup, plus de lumière. Bien sûr, le public ne sait absolument pas qui fait ça et qui va durer. Est-ce que ça va durer? Et il y a donc tous les ingrédients d'une situation de panique. Oui, j'imagine. Oui, ça a duré 25 minutes. Oui. Oui. Et si vous voulez, il faut encore une fois se remettre en situation. Vous avez envoyé votre enfant acheter une barquette de frites, la lumière disparaît, l'enfant il est perdu. Il est égaré. Vous avez donc des gens qui se disent mais il faut qu'on s'en aille, il n'y a plus de courant, on est avec des tribunes qui ont une pente forte, on a des risques de chute. Et c'est un contexte qui est anxiogène et franchement on est avec tous les ingrédients de mouvements de panique. Des spectateurs ont d'ailleurs pénétré sur la pelouse, je crois. Oui, il y a eu des débuts de mouvements de panique et des débuts d'expression de colère. Encore une fois, les gens ne savent rien de ce qui se passe. La sonorisation est coupée, donc on ne peut pas donner d'informations. Il vous reste quoi? Il vous reste les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi j'ai tweeté très vite en disant « vous inquiétez pas, c'est la CGT, etc. » Mais je le redis, et là je m'exprime en tant que maire en charge de la sécurité publique dans sa ville, nous étions dans une situation dangereuse. Et il faut que les syndicats là-dessus se ressaisissent. Personne ne conteste leur droit à manifester, mais ils ont à apprécier quand est-ce qu'ils mettent en danger la vie sociale d'une ville ou d'un département. Oui. Est-ce que le club, la ville, avait été prévenu? Alors, la ville, non. La ville, non. Et le club, on m'a dit qu'il y avait eu des intentions syndicales qui avaient fuité. Donc ça, c'est possible, j'en sais rien. Mais vous savez, vous l'avez dit d'ailleurs sur votre antenne, c'est pas la première fois qu'un stade de rugby est coupé. Ça a été fait en 2019 sur le match Agen-Toulouse. C'est pas la première fois aussi qu'ils le font. Jean-Noël Barrot, le ministre des Télécoms, est venu mercredi soir, la semaine dernière, ils ont coupé. Et ils ont coupé une bonne partie du centre-ville à 21h, avec des gens qui ont besoin justement d'assistance médicale qui fonctionne sur l'électricité, etc. Il y a là, dans cette pratique, le franchissement d'une ligne rouge en matière de danger de sécurité publique. Oui, je vais y revenir et je demande aux auditeurs de me dire ce qu'ils en pensent. 0826 300 300, est-ce condamnable, est-ce irresponsable ou pas? Et je vous pose la question, Jean-Dionis, est-ce irresponsable? Ah oui, c'est clairement irresponsable. Irresponsable, ça veut dire qu'on ne répond plus des conséquences de son acte. Très clairement, la CGT refuse de voir ce qu'elle peut entraîner comme conséquence en coupant le courant à 4000 personnes mercredi soir dans le centre-ville d'Agen et à 8800 ici au Stade Normandie. Et n'importe quel... Oui. Je vous coupe, Jean-Dionis, parce que je vais prendre un auditeur de Marseille. J'imagine à l'OM, au stade Vélodrome, une coupure de courant. Ouais. J'imagine la colère des spectateurs et j'imagine ce que ça risque d'entraîner. D'ailleurs, ça n'a pas eu lieu, mais je ne voudrais pas que ça ait lieu parce que là, il y a peut-être de gros dangers, avec un public beaucoup plus chaud encore que celui d'Agen. Oui, c'est vrai qu'Agen, le public est plutôt bon enfant. Mais hier, on a eu les premières réactions de colère. Donc, bien sûr. Encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, quand c'est arrivé, instantanément, je pense CGT, coupure de courant, mouvement des retraites, etc. Mais les gens, non.
Et tout d'un coup, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas le minimum, ils sont en colère, ils sont perdus. Mais je pose une question aussi, Jean Dionis. À qui appartient l'électricité? À la CGT? Alors, c'est une question de fond, et là, le citoyen Dionis va vous répondre, et plus le maire. Vous avez raison, c'est un bien commun. Et ce bien commun, il appartient certainement pas à un syndicat. Donc, il appartient à la nation, qui en donne la gestion à une société qui est possédée à 100% par l'État français. Donc là, il y a de fait un dévoiement de ce que doit être le service public de l'électricité. Et ça, pour le coup, c'est effectivement, ça pose des problèmes. C'est pas mon souci aujourd'hui. Mon souci, il est de sécurité publique, il est de danger. Mais vous avez raison de soulever ce problème aussi. Merci Jean Dionis, merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Et au revoir à tous les auditeurs de Sud Radio. Merci beaucoup Jean Dionis, merci Sud Radio. Alors je le répète, la chaîne YouTube, Sud Radio, et vous êtes en direct avec nous. Vous participez, d'ailleurs je vais vous demander de participer de plus en plus, parce qu'on a besoin de vous. Tiens, regardez, faites comme Jacques. Tout à l'heure, je vais vous raconter. Tout à l'heure, j'avais pour invité à 10h45 un citoyen de banlieue, d'une banlieue, nos banlieues, une banlieue parisienne en l'occurrence. Et il préside une association d'habitants de la banlieue, de ces banlieues. Et il nous disait... Les habitants ont envie de se prendre en main, ils en ont assez, ils n'en peuvent plus maintenant, on ne les écoute pas suffisamment, ils ont envie de se prendre en main, la violence est telle aujourd'hui qu'on ne peut plus vivre, enfin on ne peut plus vivre. Dans certaines banlieues, on peut très bien vivre, parce qu'il ne faut pas non plus tout noircir, mais dans certaines cités, ça devient très difficile. Et du coup, ça a suscité la réaction de Jacques, qui est à Marseille, tiens, et les quartiers nord, Jacques connaît à Marseille. Bonjour Jacques. Bonjour, merci Monsieur Bourdin de m'accueillir sur Sud Radio. Mais je vous en prie Jacques. Mais c'est écoutez, normal. je ne sais pas s'ils pensent que les cités, c'est les petites sœurs des pauvres ou Blanche-Neige, mais moi je les connais bien, les cités. Et il y en a qui ont essayé de dire aux jeunes, ouais, écoute jeune, rentre chez toi, tu fais des bêtises, cherche du boulot. J'ose pas vous dire les mots qui leur répondent, parce qu'à l'antenne, ça se dit pas. Mais s'ils veulent pas se faire casser la tête, toujours pour être poli, il vaut mieux qu'ils rentrent chez eux et qu'ils ferment leur gueule. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. La deuxième des choses, c'est pas aux citoyens de se prendre en main et de faire le boulot de la police. On parlait tout à l'heure de nos impôts. On en paye suffisamment pour que la sécurité soit assurée dans nos cités. Bon. Je disais tout à l'heure, moi, je suis contre le pass sanitaire. Quand je manifestais, il y avait une vingtaine de flics en civil qui nous photographiaient. Je suis fiché, on sait où j'habite, les renseignements généraux savent où je suis. Donc leur travail, c'est de savoir où sont les trafiquants et où sont les tueurs. Ils savent où sont les tueurs. Les calaches, il faut aller les chercher, il faut aller les saisir, les calaches. Parce que les anciens, les Corses, les Francis le Belge, les Gaëtan Zampa, les François Marc-Antony, c'était pas des saints, mais ils tiraient sur leur cible, ils tiraient pas sur les papis, ils tiraient pas sur les dames qui font les courses. Maintenant, il y a de plus en plus de dommages collatéraux, et le travail de la police, c'est de sécuriser les citoyens et d'aller chercher les kalachnikovs. Vous savez, je vais défendre un peu la police parce qu'elle fait vraiment un travail très difficile, Jacques, là-bas, et franchement, vraiment, elle se bat contre cette délinquance. Mais vous savez, le problème aujourd'hui, c'est qu'avant, on connaissait la délinquance. Aujourd'hui, elle est mouvante, cette délinquance. Il y en a un qui tombe sous les balles d'une Kalachnikov, un trafiquant, paf, il est remplacé 10 minutes après par un autre trafiquant. Vous comprenez ce que je veux dire, Jacques? Non, mais ça, je comprends, Monsieur Bourdin. Mais sous les caméras, quand il y en a, sous les caméras, il y a toujours les mêmes schnoufs, il y a toujours les mêmes guetteurs. Et il y en a, alors, bien sûr, les gros trafiquants, ils sont dans les pays paradisiaques, ils sont pas là. Mais les petites mains, les grossistes, ils sont là. Donc eux, on sait où ils sont, on sait où ils habitent. Et les calaches, elles sont dans les cités, les calaches. Et le travail de la police, donc je comprends que vous ne vouliez pas vous mettre mal avec la police, mais non, je ne me mets pas mal. Non, je ne me mets pas mal. Je rends hommage au travail de la police, moi, Jacques. Oui, mais moi, il me semble que le travail n'est pas bien fait parce que c'est pas normal qu'il y ait des centaines de calaches dans les cités. Bon. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, pour en terminer, avec Samia Ghali qui dit si les gens veulent tirer dans les cités, il faut mettre les militaires?
qu'on mette qui on veut, mais qu'on saisisse les armes. Quand est-ce qu'il y a eu une saisie d'armes? Dites-moi. Allez, dites-moi quand est-ce qu'il y a eu une saisie d'armes. Il y en a régulièrement, Jacques. Des saisies d'armes. J'ai pas vu ça. Si. Moi, j'ai plusieurs fois parlé récemment avec des policiers de Marseille. Et il y a des saisies d'armes régulièrement. Mais ça n'empêche jamais le trafic, Jacques. Le problème, c'est que vous saisissez 10 armes, le lendemain, elles reviennent, d'autres armes reviennent. Alors, j'ai pas fait l'ENA, mais si vous me permettez une idée, ça n'empêche pas le trafic. Vous savez ce qui empêche le trafic? Le guetteur. Vous le prenez, vous le mettez au trou. Alors, quand il saura qu'au lieu de prendre 100 € par jour, il risque le trou, eh bien, il ne guettera plus. C'est pas plus compliqué que ça. Pendant que vous me parliez, je suis allé regarder avec Joseph, qui travaille avec moi, et des fusils d'assaut, du cannabis, des voitures de luxe saisies, c'était il y a 8 jours. Exactement, à Marseille. 14 mises en examen. Mais ils n'en ont pas saisi assez, vous savez. C'est comme si le gars du supermarché, il dit j'ai rempli le rayon, mais il en a laissé la moitié vide. Alors son patron, il va dire oui, tu as rempli un peu, mais il reste tout ça. Alors ils en ont saisi, mais je pense qu'ils n'en ont pas saisi assez. On est à 17 morts cette année. Mais ça veut dire, on est sur dramatique. On est sur une projection de 34 à l'année. L'année dernière, au mois de juin, on était à 16 morts. Ça veut dire, alors il paraît qu'on les harcèle. Moi, je veux bien qu'on les harcèle, mais ma foi, apparemment, ça ne donne pas des résultats de mirobolants. En tout cas, merci Jacques pour votre témoignage, parce que c'est du bon sens aussi, évidemment. Merci Jacques. Il est 12h27. Vous êtes sur Sud Radio, vous nous accompagnez, vous regardez si vous le souhaitez. Je vais prendre quelques jours de vacances la semaine prochaine, mais nous retrouvons maintenant Philippe David.